Mes parents et le juge se moquaient de la simple serveuse l'héritière de 4,8 millions d'euros. Grosse erreur. Quand j'ai révélé mon diplôme de droit de la Sorbonne et que j'avais tout enregistré, leurs rires se sont vite éteints. Je m'appelle Hélène et j'ai 28 ans. Le marteau du juge est tombé comme un coup de feu et les 23 personnes présentes dans la salle d'audience ont éclaté de rire à mes dépens. Le juge lui-même essuyait des larmes de ses yeux en me déclarant manifestement inapte à gérer des millions. Mes propres parents étaient assis là, souriant d'un air suffisant, comme s'ils venaient de gagner au loto, ce qui, dans leur esprit, était le cas. Si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment je suis devenu la risée de ma propre audience pour l'héritage. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, debout dans ma chambre d'enfant pendant que mes parents faisaient ma petite valise. « Papy Guillaume veut que tu restes avec lui pendant un certain temps », a dit maman, sans me regarder dans les yeux. « Juste le temps qu'on règle certaines choses. » Ce certain temps a duré 21 ans, et honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mes parents, Robert et Lydie Martin, n'étaient pas méchants. C'étaient juste des gens arrangeants. Ils aimaient l'idée d'avoir de l'argent, mais pas la responsabilité qui allait avec. Quand je suis né, Papy Guillaume était déjà déçu par son fils. Papa avait ce talent pour les grandes idées et aucune persévérance. Maman était belle, charmante et complètement allergique à tout ce qui ressemblait à du travail. Papy a vu ce qui se passait. J'arrivais au dîner de famille avec des bleus sur les tibias, à force de me cogner dans des meubles qui n'avaient pas été déplacés des passages. Mes vêtements n'étaient jamais tout à fait à la bonne taille, n'est-ce pas? Parce que personne ne faisait attention quand je grandissais. Je n'étais pas maltraité, juste oublié, comme une plante d'intérieur qu'on arrose de temps en temps. Aimerais-tu avoir ta propre chambre chez papy, m'a-t-il demandé un après-midi. J'avais 8 ans alors, assez grande pour reconnaître une bouée de sauvetage quand j'en voyais une. Avec des livres près d'une grande fenêtre, est-ce que je peux amener mon ours en peluche? Absolument. Cette conversation a tout changé. En quelques mois, je vivais légalement avec papy Guillaume. Mes parents venaient pour les vacances et les anniversaires, jouaient le rôle de parents aimants pour les photos, puis disparaissaient pour retrouver leur vie sociale. Ils pouvaient paraître bien sans faire le moindre effort parental. L'efficacité typique des Martin, un classique. Papy Guillaume était tout ce qu'il n'était pas. Constant, présent, intéressé par mes pensées et mes rêves. Il m'a appris à jouer aux échecs, m'a aidé avec mes devoirs et ne m'a jamais fait sentir que j'étais une charge. Quand j'ai montré de l'intérêt pour le club de débat, il m'a conduite à chaque tournoi. Quand j'ai décidé que je voulais étudier le droit, il a souri et a dit, voilà qui ressemble à une Martin avec un peu de bon sens. Le jour où j'ai été accepté à la Sorbonne, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Première question de papa. Combien ça va coûter à ton grand-père? Parce que bien sûr, c'était ça. Vivre avec papy Guillaume, c'était comme avoir son propre supporter personnel qui valait accessoirement 30 millions d'euros. Non pas qu'il en faisait étalage. Cet homme conduisait une vieille Peugeot de 15 ans et raccommodait ses propres chaussettes. L'argent est un outil, Hélène, disait-il. Dès qu'il devient ton identité, tu t'es perdu. Mes parents n'ont jamais appris cette leçon. Ils vivaient dans une belle maison que papy Guillaume leur avait achetée, conduisaient des voitures qu'ils finançaient et assistaient à des galas de charité à ses frais. Ils étaient des petits-enfants professionnels, en gros. Et ils étaient très bons à ça. Ton père a une telle vision, me disait papy avec ce regard qui montrait qu'il essayait de s'en convaincre. Il a juste besoin de trouver la bonne opportunité, n'est-ce pas? 47 ans et toujours à la recherche de sa grande chance. Pendant ce temps, maman organisait des clubs de lecture pour des dames riches et appelait ça du développement intellectuel. Les livres n'avaient jamais plus de 200 pages. Mais voici ce que mes parents ne réalisaient pas pendant qu'ils jouaient à la dinette avec l'argent de papy. Il observait. Toujours. Il voyait comment ils ne demandaient jamais mes notes. Comment ils ont oublié mon anniversaire 3 années de suite. Comment ils se présentaient aux réunions de famille avec des cadeaux coûteux l'un pour l'autre et un cadeau de supérette attrapé à la hâte pour moi. Est-ce qu'ils appellent parfois pour prendre de tes nouvelles? M'a demandé papy quand j'avais 14 ans. Maman a envoyé un texto la semaine dernière. J'ai menti. À propos de quoi? Juste des trucs. Il savait que je mentais.
Je savais qu'il le savait, mais papy Guillaume était trop classe pour insister. Au lieu de ça, il s'est juste assuré que je ne ressente jamais leur absence. Cours de piano, colonie de vacances, préparation aux grandes écoles, soutien scolaire. Il venait aux réunions parents-professeurs et prenait des notes comme si mon avenir comptait vraiment pour lui, parce que c'était le cas. Quand j'ai commencé à la Sorbonne, papy a insisté pour m'y conduire lui-même. La première Martin a intégré une grande école, a-t-il dit, les mains agrippées au volant. Tes parents n'ont pas pu venir. Papa a une réunion d'affaires. Maman a son club de lecture. Le jour de l'emménagement, j'ai haussé les épaules comme si ça n'avait pas d'importance. Ce sont des gens occupés. Nous sommes tous occupés, ma chérie. C'est une question de priorité. C'est pendant ce trajet pour Paris qu'il a mentionné le testament pour la première fois. Je pense à l'héritage ces derniers temps, a-t-il dit nonchalamment. Qu'est-ce qui compte vraiment quand on n'est plus là? Papy, tu ne vas nulle part avant des décennies. Peut-être, mais quand ce sera le cas, je veux m'assurer de laisser les choses entre de bonnes mains. Des mains responsables. Je pensais qu'il parlait de papa, la naïve que j'étais. À la Sorbonne, je me suis plongé dans l'étude du droit constitutionnel, du contentieux des sociétés, de la finance internationale. Papy venait à chaque semestre, s'asseyant au fond de la salle lors de mes concours de plaidoirie avec ce sourire fier qui valait toutes les nuits blanches passées à étudier. Mes parents, eux, sont venus à la remise des diplômes, sont arrivés avec 15 minutes de retard et sont partis pendant la réception. Maman s'est plainte tout le temps des chaises inconfortables et de la longueur de la cérémonie. Papa a passé la plupart du temps sur son téléphone, probablement à planifier sa prochaine grande opportunité d'investissement. Droit à la Sorbonne, a dit papy ce soir-là au dîner. Dans les 10% meilleurs de ta promotion. Je ne pourrais pas être plus fier. Mes parents ont hoché la tête poliment. Comme si j'avais annoncé que j'avais appris à faire des toasts. Ça aurait dû être mon premier indice sur ce qui allait arriver. Papy Guillaume est mort un mardi de mars. Paisiblement dans son sommeil, sans drame, sans course de dernière minute pour des conversations au chevet. Juste paisible, ce qui a rendu les choses encore pires. J'avais 26 ans, 2 ans après la Sorbonne, je travaillais dans un petit cabinet à Lyon. L'appel est venu de sa gouvernante à 6h30 du matin. Mademoiselle Hélène, je pense que vous devriez rentrer. J'ai conduit les 4 heures jusqu'à sa maison en Normandie dans un état second. Mes parents étaient déjà là, se déplaçant dans son bureau avec une efficacité ciblée qui me retournait l'estomac. Ils n'étaient pas en deuil. Ils faisaient l'inventaire. Oh, ma chérie, a dit maman, m'enveloppant dans une étreinte convenue. Il va terriblement nous manquer à tous. Qu'est-ce que vous faites, ai-je demandé, en regardant papa examiner des papiers sur le bureau de papy. Juste de l'organisation, a-t-il dit sans lever les yeux. Ces choses doivent être gérées correctement. Les funérailles étaient magnifiques. Papy les aurait détestées. Trop de faste, trop de dépenses. Maman a insisté pour le cercueil en acajou, les fleurs importées, la cathédrale au lieu du simple service à l'église qu'il aurait voulu. Il mérite le meilleur, n'arrêtait-elle pas de dire. Avec l'argent de qui, me suis-je demandé, mais je suis restée silencieuse. Le deuil vous rend diplomate. Après le service, les gens n'arrêtaient pas de venir me voir avec des histoires sur la générosité de papy, comment il avait discrètement payé les factures médicales de quelqu'un ou financé des bourses pour des enfants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'université. J'avais vécu avec cet homme pendant 21 ans et je ne savais à peine la moitié de tout ça. Il avait aidé des gens toute sa vie d'adulte et ne l'avait jamais mentionné une seule fois. Il pensait que vous étiez la 8e merveille du monde, m'a dit Madame Dubois, la voisine, parlant toujours de sa brillante petite fille qui allait changer le monde. Pendant ce temps, mes parents étaient à 3 tables de là, acceptant les condoléances comme s'ils avaient perdu leur ami le plus cher au lieu de l'homme qui avait financé tout leur style de vie. La lecture du testament était prévue pour le mercredi suivant. Procédure standard, a expliqué l'avocat. Rien à craindre. Mais j'ai remarqué que mes parents passaient ces jours-là en conversation feutrée qui s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce. Tu t'inquiètes pour quelque chose? Ai-je demandé à papa ce dimanche. Inquiet? Non, non, juste. Il y a beaucoup de choses à régler quand quelqu'un décède. Les intérêts commerciaux, les propriétés, c'est compliqué. Je pourrais aider. Je m'y connais un peu en affaires juridiques.
C'est gentil, ma chérie, mais ce sont des affaires de famille. Affaires de famille. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si 21 ans à être plus une fille qu'une petite fille ne comptait pour rien. Mardi soir, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mes parents étaient différents. Trop prudents avec leurs mots, trop intéressés par mon emploi du temps. Quand j'ai mentionné que je pourrais prendre quelques semaines de congé pour aider à régler les affaires de papy, papa a pratiquement sauté de sa chaise. Pas besoin de ça, a-t-il dit rapidement. Nous pouvons tout gérer. J'habite ici aussi. J'ai habité ici. C'était ma maison pendant la majeure partie de ma vie. Bien sûr, ma chérie. Mais tu as ta propre vie maintenant. Ta carrière. Papy ne voudrait pas que tu mettes ça en suspens. Depuis quand mes parents se souciaient-ils de ma carrière? Depuis quand s'inquiétaient-ils que je mette quoi que ce soit en suspens? J'avais mis ma vie en suspens pour leur convenance depuis l'enfance. C'est là que j'ai compris. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient que je sois impliqué dans quelque chose qu'ils voulaient gérer eux-mêmes. La lecture du testament était à 14 h le mercredi après-midi. Je portais la robe bleu marine que papy m'avait achetée pour ma remise de diplôme de droit. Professionnelle, respectueuse, prête à tout. J'aurais dû porter une armure à la place. Avez-vous déjà vécu une trahison si complète qu'elle vous a fait mal physiquement? Laissez un commentaire si vous avez déjà senti ce couteau dans le dos de la part de votre famille. L'avocat, Maître Pélissier, connaissait notre famille depuis 30 ans. Il avait l'air vraiment mal à l'aise en étalant les documents sur son bureau en acajou. Mes parents étaient assis en face de moi, les mains jointes, les expressions soigneusement neutres. C'est quelque peu inhabituel, commença Pélissier en ajustant ses lunettes. Guillaume a apporté plusieurs modifications à son testament au cours des 2 dernières années. Mon estomac s'est noué. Modification signifiait complication. Complication signifiait que mes parents s'étaient salis les mains. La principale bénéficiaire de la succession Martin est Hélène Martin, âgée de 26 ans, résidant actuellement à Lyon. Le silence était assourdissant. J'ai regardé Pélissier, certaine d'avoir mal entendu. Les expressions soigneusement neutres de mes parents se sont légèrement fissurées. Je suis désolé, a dit papa, la voix tendue. Avez-vous dit principal bénéficiaire? La succession s'élève à environ 4,8 millions d'euros, a poursuivi Pélissier. Incluant les actifs liquides, les biens immobiliers et les investissements commerciaux. Mademoiselle Martin hérite de 95% de la succession. La main de maman vola à sa gorge. 95%. Les 5% restants sont partagés entre Robert Martin et plusieurs œuvres de charité désignées. 5%. Après 47 ans à être le fils parfait, mon père obtenait 5% de la succession de son père. C'est environ 240 000 euros. Une belle somme, certes, mais pas les millions qu'il attendait depuis des décennies. Il doit y avoir une erreur, a dit papa en se penchant en avant. Mon père a toujours dit que la succession serait partagée entre les membres de la famille. Monsieur Martin a été très précis sur ses intentions, a répondu Pélissier. Il estimait qu'Hélène avait démontré la responsabilité et le jugement nécessaires pour honorer son héritage. J'étais assise là, engourdie. 4,8 millions d'euros, plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Assez pour faire tout ce que je voulais, quand je le voulais. Et je l'avais hérité de la seule personne qui m'avait jamais vraiment aimé. C'est ridicule. Maman a finalement explosé. Ce n'est qu'une enfant. Elle n'a aucune expérience dans la gestion de l'argent. Elle a 26 ans et un diplôme de droit de la Sorbonne, a dit Pélissier doucement. Un diplôme ne signifie pas qu'elle comprend les affaires, a ajouté papa. Mon père a bâti cette fortune sur des décennies. Cela demande de l'expérience, de la sagesse, deux qualités que votre père sentait qu'Hélène possédait. La réunion a continué pendant une autre heure, mais j'ai à peine entendu. Le choc de mes parents s'était cristallisé en colère, puis en détermination. Je pouvais presque voir les engrenages tourner dans leur tête, contestation légale, audience de compétences, tout ce qu'il faudrait pour mettre la main sur l'argent de papy. Bien sûr, le testament est soumis à homologation, a mentionné Pélissier alors que nous nous préparions à partir. Procédure standard. Le tribunal devra valider le document avant que les actifs puissent être transférés. Bingo.
Mes parents ont échangé un regard qui disait qu'ils avaient trouvé leur ouverture. Combien de temps prend habituellement l'homologation? Demanda maman gentiment. 6 mois à 1 an, selon les complications. Ils planifiaient déjà des complications. Ce soir-là, mes parents m'ont invité à dîner au country club. C'est eux qui invitaient, ont-ils dit. Le moment de tout discuter en famille. J'aurais dû le voir venir. Nous voulons contester le testament, a dit papa pendant les amuse-gueules. Pas par cupidité, mais par souci pour ton bien-être. Mon bien-être? Ma chérie, tu as 26 ans, a dit maman. Tu n'as jamais géré plus qu'un compte courant. Ce genre d'argent, ça change les gens. Ça attire le mauvais type d'attention. Que suggérez-vous? Une fiducie, a dit papa. Avec des fiduciaires expérimentés, maman et moi-même. Nous gérerions la succession jusqu'à ce que tu sois plus âgé. Mieux préparé. J'ai posé ma fourchette délicatement. Préparé à quoi exactement? À gérer cette responsabilité. Papy Guillaume avait de bonnes intentions, mais il ne pensait pas clairement à la fin. En fait, papy pensait plus clairement que jamais. Il avait vu exactement qui étaient mes parents, et il m'avait protégé en conséquence. Même d'outre-tombe, il prenait encore soin de moi. J'apprécie votre inquiétude, ai-je dit. Mais je suis parfaitement capable de gérer mon héritage. Leurs visages se sont assombris. Le masque des parents aimants et inquiets a disparu comme de la fumée. On verra ça, a dit papa doucement. Et c'est là que j'ai su que le vrai combat ne faisait que commencer. Les papiers juridiques sont arrivés par coursier 3 semaines plus tard. Mes parents contestaient le testament pour cause d'influence indue et d'incapacité du bénéficiaire. Ils affirmaient que papy Guillaume avait été manipulé pour changer son testament et que je manquais d'expérience pour gérer un héritage aussi substantiel. Leur avocat était cher. Le genre de cher qui signifiait qu'il dépensait déjà de l'argent qu'il s'attendait à gagner. C'est une procédure standard, m'a expliqué ma propre avocate lors de notre première rencontre. Les litiges familiaux sur les héritages arrivent tout le temps. Mais le testament était clair. Papy était mentalement compétent quand il a pris ses décisions. Vos parents soutiennent le contraire. Ils ont soumis des preuves suggérant qu'il a été indûment influencé par quelqu'un ayant un intérêt financier dans l'affaire. Quelqu'un, c'est-à-dire moi. Quelqu'un, c'est-à-dire vous. L'ironie était suffocante. Mes parents, qui avaient vécu de la générosité de papy pendant des décennies sans rien apporter de significatif à sa vie, m'accusaient de manipulation. Moi, qui avais été trop fier pour lui demander de l'argent pour l'essence pendant mes études. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Pendant la procédure d'homologation, tous les actifs de la succession sont gelés. Cela signifiait que mon héritage était bloqué dans les limbes juridiques, mais cela signifiait aussi que mes parents ne pouvaient pas y toucher non plus. Malheureusement, cela signifiait aussi que je ne pouvais pas accéder à mon propre compte d'épargne, qui avait été mystérieusement signalé comme potentiellement lié aux actifs de la succession. Comment mon compte personnel est-il lié à quoi que ce soit? Ai-je demandé à Pélissier. Votre grand-père a fait des dépôts occasionnels au fil des ans, des cadeaux, des paiements de frais de scolarité. Le tribunal veut s'assurer qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine. Génial. Donc, pendant que mes parents continuaient à vivre dans leur maison payée avec leur voiture payée, j'étais soudainement fauché. Vraiment fauché. Du genre à manger des nouilles instantanées pour le dîner. C'est alors que mon amie d'université, Sophie, a appelé avec une proposition. Elle ouvrait un petit café près du campus et avait besoin d'aide pour le lancer. Juste temporaire, a-t-elle dit. Quelques services ici et là jusqu'à ce qu'elle puisse embaucher du personnel permanent. Je ne peux pas payer beaucoup, a-t-elle prévenu. En ce moment, je débarrasserai des tables pour de la nourriture gratuite, lui ai-je dit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le café de Sophie était minuscule, peut-être 12 tables, spécialisées dans le café et les repas légers pour les étudiants. Je travaillais le soir 3 fois par semaine, servant des sandwichs et nettoyant les tables. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête qui payait assez pour garder mon studio. Le travail était en fait thérapeutique. Après avoir passé des mois noyés dans les documents juridiques et les dépositions, il y avait quelque chose de satisfaisant dans la simplicité de prendre des commandes et de nettoyer les tables. Pas de dynamique familiale compliquée. Pas de motifs cachés, juste du café,
des conversations et des pourboires décents de la part des étudiants. Tu sembles différente de la plupart des diplômés en droit, a mentionné un client régulier. Comment ça? Moins coincé, plus authentique. S'il savait. Je travaillais au café depuis environ 6 semaines quand c'est arrivé. Je remplissais la station de café quand j'ai remarqué un couple familier à la table 4. Pas des clients que je reconnaissais, mais des visages familiers d'ailleurs. Des amis de la famille de mes parents, les Dubois, qui étaient aux funérailles de papy. Ils me fixaient avec des expressions de choc et ce qui ressemblait étrangement à de la pitié. Madame Dubois s'est approchée du comptoir quand j'ai apporté leur addition. Hélène ma chère, c'est bien toi? Bonjour, Madame Dubois. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis surprise de te voir ici. Ses yeux ont balayé mon tablier de café et les taches de café sur ma chemise. Tu travailles ici? J'aide juste une amie, ai-je dit nonchalamment. Oh, comme c'est gentil. Mais son expression disait que ce n'était pas gentil du tout. Elle disait qu'elle planifiait déjà l'appel téléphonique qu'elle passerait dès son retour à la maison. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. Hélène, ma chérie, il faut qu'on parle. L'embuscade est venue déguisée en dîner du dimanche. Mes parents m'ont invité chez eux, prétendant vouloir discuter d'une résolution pacifique à la contestation du testament. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était présenter leur preuve que j'étais inapte à hériter de millions. On a entendu dire que tu travaillais comme serveuse, a dit maman autour d'un rôti qui, j'en étais presque sûr, venait d'un restaurant. J'aide une amie avec son café. Tu sers du café, a précisé papa. Tu débarrasses les tables, un travail honnête? Bien sûr, ma chérie. Mais cela soulève des questions sur ton jugement, sur ta capacité à gérer des actifs importants. J'ai posé ma fourchette. Quelle question? Eh bien, maman a échangé un regard avec papa. Si tu avais un bon sens des affaires, n'utiliserais-tu pas ce temps de manière plus productive? Pour réseauter, peut-être, pour nouer des relations professionnelles. Au lieu de vivre des allocations de la succession de votre grand-père pendant des décennies, vous voulez dire? La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Nous n'avons jamais accepté d'allocation, a dit papa sèchement. Ton grand-père était généreux avec la famille. C'est différent. Ah oui? Parce que de mon point de vue, on dirait que vous avez vécu de son argent toute ma vie. Ça suffit, a claqué maman. Cette attitude est exactement ce dont nous parlons. Ce ressentiment, cette hostilité envers la famille. Ce n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, ce sont 2 adultes qui poursuivent leur fille en justice parce qu'ils ne peuvent pas accepter que papa les ait enfin vus pour ce qu'ils sont vraiment. Le masque est alors tombé complètement. Fini les parents inquiets. Fini les dynamiques familiales aimantes. Juste de la cupidité pure et calculatrice. Tu ne mérites pas cet argent, a dit papa doucement. Tu ne l'as pas construit. Tu ne l'as pas gagné. Tu t'es juste trouvé au bon endroit au bon moment. Et vous l'avez mérité en étant une déception professionnelle pendant 47 ans. On verra ce que le tribunal pense de votre aptitude en tant qu'héritière, a dit maman en se levant brusquement. Surtout quand ils verront comment vous vivez actuellement. Vous voulez dire en subvenant honnêtement à mes besoins avec un vrai travail au lieu de vivre de l'argent de la famille. Nous voulons dire comme quelqu'un qui ne peut clairement pas gérer ses propres finances, et encore moins des millions d'euros. Ils avaient des photos. Madame Dubois avait été minutieuse, prenant des photos de moi dans mon tablier de café, l'air fatigué et taché de café. La preuve parfaite de ma détresse financière et de mon mauvais jugement. Le tribunal verra ça, a dit papa, faisant glisser les photos imprimées sur la table. Avec des témoignages de moralité sur votre déclin récent. J'ai regardé les images. Sur celle-ci, je ressemblais exactement à ce que j'étais, une jeune femme faisant un travail honnête pour payer ses factures. Mais à travers le prisme de mes parents, je ressemblais à quelqu'un qui ne pouvait pas gérer l'argent. Quelqu'un qui avait gâché des opportunités et fini par servir des tables. Vous savez quoi, ai-je dit en me levant. Vous avez absolument raison sur une chose. Je ne suis pas la fille que vous avez élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? La fille que vous avez élevée aurait déjà rendu l'argent. Elle se serait excusée que grand-père l'aime plus qu'il ne vous aimait. Elle aurait fait de votre cupidité son problème à résoudre. Je me suis dirigé vers la porte,
laissant les photos éparpillées sur leur table de salle à manger. Mais voici ce que vous ne comprenez pas à propos de la petite fille que papy Guillaume a élevée. Elle n'abandonne pas. Et elle ne cède certainement pas au tyran. On verra ça, a crié maman derrière moi. Oui, ai-je dit par-dessus mon épaule. On verra. La date du tribunal était fixée pour le mois suivant. Mes parents étaient convaincus d'avoir prouvé leur cas. Après tout, quel juge confierait des millions d'euros à une femme qui ne pouvait même pas se permettre d'arrêter de servir des tables pendant son litige d'héritage? Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avez-vous déjà été sous-estimé à un point tel que cela a joué en votre faveur? Dites-le moi dans les commentaires, car vous êtes sur le point de découvrir à quel point mes parents avaient tort sur tout. 3 jours avant l'audience, mon avocate, Rebecca, m'a donné un conseil qui allait tout changer. Apporte un enregistreur, a-t-elle dit d'un ton neutre. Pas pour piéger qui que ce soit, juste pour te protéger. Parfois, les juges oublient leur formation lorsque les dynamiques familiales s'enveniment. Je l'ai dévisagé. C'est légal? La France est un État à consentement unilatéral. Tu peux enregistrer toute conversation à laquelle tu participes. Et crois-moi, tu veux une trace de tout ce qui se dira dans cette salle d'audience. Alors, me voilà, assise dans ma voiture devant le palais de justice à 8h47 un jeudi matin, vérifiant l'application d'enregistrement de mon téléphone pour la 3e fois. Incroyable comment fonctionne la technologie, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, il fallait du matériel pour surprendre les gens en train d'être horribles. Maintenant, il suffit de l'appareil que tout le monde transporte dans sa poche. Mes parents étaient arrivés 15 minutes plus tôt dans la BMW de papa, celle pour laquelle papy s'était porté garant, juste le temps que Robert se remette sur pied. C'était il y a 8 ans. Certains pieds mettent plus de temps à trouver leur équilibre, apparemment. Ils avaient amené des renforts. Tante Patricia, oncle Jacques, même mon cousin Marc, que je n'avais pas vu depuis le lycée. Rien ne dit mieux on tient à la famille que de rassembler un public au tribunal pour vous voir détruire l'avenir de votre fille. Rebecca m'a retrouvé sur les marches du palais de justice, l'air de l'avocate compétente dans son tailleur bleu marine et ses talons raisonnables. Comment te sens-tu? Comme si j'étais sur le point de voir mes parents essayer de voler 4 millions d'euros en prétendant que c'est pour mon bien. Es-tu prête pour ça? J'ai tapoté le téléphone dans la poche de ma veste. Plus prête qu'il ne le pense. Le palais de justice était l'un de ces imposants bâtiments en pierre conçus pour que les gens ordinaires se sentent petits. Sol en marbre, boiserie en chêne, portrait de juge mort vous regardant du haut des murs. Très intimidant, très officiel. Très le genre d'endroit où une jeune femme en tailleur bon marché pourrait se sentir dépassée. Heureusement, je n'étais pas n'importe quelle jeune femme. L'avocat de mes parents était un homme nommé Henri Blanchard, la soixantaine, cheveux argentés et un costume qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Il avait cette arrogance particulière qui vient de décennies à gagner des affaires par intimidation plutôt que par compétences juridiques réelles. Mademoiselle Martin, a-t-il dit, s'approchant de notre table avec un sourire condescendant. J'espère que nous pourrons garder les débats d'aujourd'hui civils. Oh, je suis toujours civil, maître Blanchard, parfois de manière agressive. Son sourire a légèrement vacillé, mais il s'est vite repris. Vos parents espèrent éviter une longue bataille juridique. Peut-être pourrons-nous parvenir à un règlement à l'amiable. Vous voulez dire, peut-être que je vais me coucher et les laisser prendre l'argent de papy? Je veux dire, peut-être que nous pouvons trouver une solution qui convienne à tout le monde. J'ai regardé par-delà lui où mes parents étaient assis, chuchotant de manière urgente avec leur système de soutien familial assemblé. Maître Blanchard, la solution qui convient à tout le monde est celle que papy Guillaume a déjà choisie. Ça s'appelle son testament. On verra ce que le tribunal en pense. Oh, on allait certainement voir. À 9h30 précise, l'huissier a appelé notre affaire. Martin contre Martin, affaire de succession 2024, PR 1847. C'est parti, ai-je pensé. J'ai discrètement lancé l'application d'enregistrement en me levant. Il était temps de découvrir jusqu'où mes parents étaient prêts à descendre. Alerte spoiler, plus bas que je ne l'imaginais. Le juge Hervé Piaton ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour une figure d'autorité intimidante. La soixantaine, barbe grise, le genre de voix profonde qui rend les avocats nerveux. Il était juge depuis 22 ans, ce qui signifiait qu'il avait vu tous les litiges familiaux imaginables.
Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il s'agit d'une affaire de succession contestée. Il a commencé en ajustant ses lunettes de lecture. Les demandeurs, Robert et Lydie Martin, contestent le testament de Guillaume Martin pour cause d'influence indue et d'incapacité du bénéficiaire. Incapacité du bénéficiaire. C'est du jargon juridique pour dire trop stupide pour gérer de l'argent. Charmant, n'est-ce pas? Blanchard s'est levé pour présenter leur cas, étalant des photographies sur la table des preuves comme s'ils révélaient des secrets d'État. Votre honneur, ces images montrent le style de vie actuel de la bénéficiaire proposée. Comme vous pouvez le voir, Mademoiselle Martin a travaillé dans la restauration, plus précisément comme serveuse pendant la période d'homologation. Les photos étaient en fait de très bonne qualité. Madame Dubois avait raté sa vocation de photographe de surveillance. Me voilà, l'air fatigué et taché de café, luttant clairement pour joindre les deux bouts. Les demandeurs soutiennent, a poursuivi Blanchard, que cela démontre un manque fondamental de responsabilité financière. Quelqu'un capable de gérer un héritage de 4,8 millions d'euros ne se trouverait pas dans de telles circonstances. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. La logique était spectaculaire. Parce que j'étais trop fier pour vivre de l'argent de la famille pendant que je me battais pour mon héritage, j'étais donc trop irresponsable pour mériter l'héritage. C'est comme dire que quelqu'un ne sait pas nager parce qu'il refuse de sauter dans une piscine en portant des bottes en béton. De plus, a ajouté Blanchard, Mademoiselle Martin n'a aucune expérience en gestion d'entreprise, en stratégie d'investissement ou en planification successorale. C'est une jeune diplômée avec une expérience du monde réel minime. Mes parents ont hoché la tête solennellement, jouant leur rôle à la perfection. Des membres de la famille inquiets, contraints à contre-cœur de protéger une fille bien-aimée de son propre mauvais jugement. Les demandeurs proposent une structure de fiducie gérée, a conclu Blanchard, avec des fiduciaires expérimentés supervisant les actifs jusqu'à ce que Mademoiselle Martin démontre la maturité nécessaire pour une telle responsabilité. Des fiduciaires expérimentés étant mes parents, naturellement, les mêmes fiduciaires expérimentés qui n'avaient jamais eu de vrai travail à eux deux. Le juge Piaton a examiné les photographies avec intérêt. Ces images montrent Mademoiselle Martin dans ce qui semble être un poste de service. Oui, votre honneur. Servant des tables dans un café local. Et c'était pendant la période d'homologation, lorsque les actifs de la succession étaient gelés. Exact. Le juge a froncé les sourcils, pensif. Donc, Mademoiselle Martin subvenait à ses besoins par un emploi honnête plutôt que... Quoi? Quelle aurait été l'alternative? Blanchard a légèrement hésité. Eh bien, quelqu'un avec une bonne planification financière aurait des ressources. Des ressources d'où exactement? La succession était gelée en attendant cette audience. J'ai regardé Blanchard réaliser qu'il avait mis ses propres clients dans une impasse. Si j'avais eu une fortune personnelle, cela aurait sapé leur argument selon lequel j'avais besoin de l'argent de papy. Si je n'avais pas de fortune personnelle, alors travailler pour subvenir à mes besoins était exactement ce que toute personne responsable ferait. Le point, votre honneur, est que les choix de Mademoiselle Martin reflètent un schéma de mauvais jugement. Travailler pour payer son loyer reflète un mauvais jugement. Travailler dans la restauration quand on a un diplôme de droit suggère une ambition limitée. Et voilà. Le préjugé de classe qui couvait sous la surface a finalement éclaté. Dans le monde de Blanchard, certains emplois étaient indignes de certaines personnes. Le travail manuel était la preuve d'une défaillance morale plutôt que d'une éthique de travail honnête. Je sentais mon téléphone enregistrer chaque mot, capturant l'élitisme des involtes qui sonneraient très différemment lorsqu'ils seraient réécoutés plus tard. L'expression du juge Piaton était illisible. Je vois. Et que proposent les demandeurs comme preuve de leur propre aptitude à gérer ces actifs? Des décennies d'expérience de vie, votre honneur. Un jugement mûr. Robert Martin a été impliqué dans diverses entreprises commerciales. Des entreprises commerciales réussies? Une autre hésitation. Les affaires comportent des risques, votre honneur. Parfois, les entreprises ne tiennent pas leurs promesses initiales. C'est-à-dire qu'elles ont échoué. C'est-à-dire qu'elles ont fourni de précieuses expériences d'apprentissage. Si la gymnastique mentale était un sport olympique, Blanchard venait de remporter une médaille d'or. 47 ans d'échecs financiers étaient devenus de précieuses expériences d'apprentissage. Ça devenait bon. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires, car c'est là que tout a changé.
Le juge piaton s'est penché en arrière dans son fauteuil, étudiant les preuves devant lui. Les photographies, les dossiers financiers, les témoignages de moralité que mes parents avaient rassemblés. Tout était conçu pour me peindre comme une enfant incompétente qui était tombée sur une richesse qu'elle ne pouvait pas gérer. Mademoiselle Martin, a-t-il dit, vous avez été remarquablement silencieuse pendant ces débats. Je me suis levé lentement. J'écoutais, votre honneur. Et quelle est votre réponse à ces allégations sur votre aptitude en tant que bénéficiaire? C'est là qu'une personne normale aurait pu se mettre sur la défensive, aurait pu argumenter sur l'injustice de juger quelqu'un sur ces circonstances temporaires, aurait pu souligner l'hypocrisie évidente de la position de mes parents. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis la petite fille de Papy Guillaume, et il m'a mieux élevé que ça. Votre honneur, ai-je dit calmement, j'aimerais m'adresser à la cour au sujet de mes qualifications. Veuillez procéder. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents qui se penchaient en avant avec une anticipation à peine dissimulée. Ils pensaient que c'était mon moment de m'effondrer sous la pression, de prouver leur point de vue sur mon immaturité et mon mauvais jugement. Les demandeurs ont présenté des preuves que je travaille comme serveuse dans un café local, ai-je commencé. C'est exact. Pendant la période d'homologation, lorsque mes comptes personnels ont été gelés en raison de leur lien avec les actifs de la succession, j'ai pris un emploi honnête pour subvenir à mes besoins. Le juge piaton a hoché la tête. Réponse raisonnable à des circonstances difficiles. Merci, votre honneur. Les demandeurs ont également soutenu que je manque d'expérience et d'éducation nécessaires pour gérer des actifs importants. Et votre réponse? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Tout ce que Papy Guillaume avait investi en moi, chaque leçon qu'il m'avait enseignée sur la dignité et la persévérance, se résumait à ceci. Votre honneur, mes parents semblent croire que travailler comme serveuse me disqualifie pour gérer de l'argent. J'ai fait une pause, les regardant directement, mais ils ont omis de mentionner ce que je fais quand je ne sers pas de café. Le front de ma mère s'est légèrement plissé. Quelque chose dans mon ton était perçu comme différent de ce à quoi elle s'attendait. Je suis curieux d'en savoir plus, a dit le juge piaton. Et c'est là que j'ai prononcé la phrase qui entrait mes parents pour le reste de leur vie. Votre honneur, pendant que mes parents recueillaient des preuves de mon soi-disant mauvais jugement, ils ont oublié de se demander ce qui me qualifiait pour ce jugement en premier lieu. J'ai sorti un portefeuille en cuir de mon porte-documents. Je suis diplômé avec mention très bien de la faculté de droit de la Sorbonne. J'ai passé 3 ans chez Martin, Phillips et Associés, spécialisé en planification successorale et en droit des successions. Je sers actuellement des tables, non pas parce que je ne peux rien faire d'autre, mais parce que je refuse de compromettre mon intégrité en me battant pour ce que mon grand-père m'a laissé. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. De plus, ai-je continué, mes parents prétendent que je suis inapte à gérer 4,8 millions d'euros, mais eux-mêmes n'ont jamais rien géré avec succès, sauf vivre de la générosité de mon grand-père pendant des décennies. L'expression du juge piaton est passée d'un intérêt modéré à une attention vive. Mais voici ce qui démontre vraiment mon aptitude en tant que bénéficiaire, ai-je dit, ma voix stable et claire. Je savais que cette audience révélerait exactement qui sont mes parents. J'ai donc pris la précaution d'enregistrer chaque mot qui a été dit ici aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone, l'application d'enregistrement toujours en marche, y compris le commentaire de votre honneur sur le fait qu'une serveuse gérant des millions était tout à fait brillant. Le juge piaton est devenu pâle. Pas seulement pâle. La couleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Attendez, a-t-il balbutié. Je n'ai jamais. Je n'ai pas dit. En fait, si, votre honneur, vous l'avez dit. Avec plusieurs autres observations que, je crois, le conseil de la magistrature pourrait trouver intéressantes. La salle d'audience a éclaté dans le chaos. Mes parents me regardaient comme si je venais de révéler que j'étais une extraterrestre. Blanchard avait l'air d'avoir avalé son porte-documents. Et le juge piaton, eh bien, le juge piaton avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que sa carrière pourrait être terminée. Avez-vous déjà vu la vision du monde de quelqu'un s'effondrer en temps réel? C'est quelque chose à voir. Le juge piaton feuilletait frénétiquement ses notes, essayant apparemment de comprendre comment tout cela avait si mal tourné, si vite. Mes parents tenaient une conférence chuchotée et urgente avec Blanchard, qui n'arrêtait pas de secouer la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Votre honneur, Rebecca s'est levée en douceur. Étant donné la nature irrégulière de ces débats,
je demande une suspension de séance immédiate pendant que nous déterminons les prochaines étapes appropriées. Suspension accordée, a dit Piaton rapidement. 1 heure. Dès qu'il a fui son siège, mes parents m'ont entouré comme des abeilles en colère. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang, a sifflé papa. Je me protège contre un préjugé judiciaire, ai-je répondu calmement. Bien que, je dois dire, je suis impressionné par la minutie avec laquelle vous avez fait des recherches sur mon historique d'emploi tout en ignorant complètement mon parcours éducatif. Tu nous as laissé croire que tu n'étais qu'une serveuse, a accusé maman. En fait, je ne vous ai jamais rien dit. Vous avez supposé, ce qui est différent de mentir, bien que je réalise que la distinction puisse être trop subtile pour des gens qui ont passé des décennies à vivre de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est un piège, a interrompu Blanchard. Non, maître Blanchard, c'est de la documentation. La France est un État à consentement unilatéral, comme je suis sûr que vous le savez. Tout ce qui est enregistré ici est parfaitement légal. La belle chose avec les révélations choquantes, c'est de voir les priorités des gens se réaligner en temps réel. Soudain, mes parents ne se souciaient plus de mon aptitude en tant qu'héritière. Maintenant, ils s'inquiétaient d'expliquer à leur cercle social pourquoi leur fille venait de les humilier publiquement. Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement, a dit papa désespérément. En fait, je peux et je le ferai. Voyez-vous, papy Guillaume m'a appris quelque chose d'important. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Aujourd'hui, vous m'avez tous montré exactement qui vous êtes. Hélène, s'il te plaît, appelez des mamans. Nous sommes une famille. La famille n'essaie pas de se voler mutuellement, mère. La famille ne paie pas d'enquêteurs pour se suivre les uns les autres. Et la famille ne rit certainement pas pendant qu'un juge partial se moque de leur fille en audience publique. Parce que oui, ils avaient ri, tous, quand le juge Piaton a fait sa petite blague sur les serveuses gérant des millions. Mes parents et leurs partisans assemblés avaient ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. L'enregistrement a capturé chaque petit rire. Qu'est-ce que vous voulez, a demandé Blanchard, allant droit au but. Je veux exactement ce que papy Guillaume voulait, que son testament soit honoré et que sa petite fille hérite de ce qu'il a choisi de lui laisser. Et l'enregistrement ? L'enregistrement ira là où il doit aller. Conseil de la magistrature, ordre des avocats, les nouvelles locales s'ils sont intéressés, ça dépendra de la conclusion de cette procédure. Au cours de l'heure suivante, plusieurs choses intéressantes se sont produites. Rebecca a déposé une motion de récusation du juge pour partialité démontrée. Le greffier du tribunal a commencé à passer des appels urgents concernant des irrégularités dans la procédure, et mes parents ont enfin compris que leur fille n'était pas l'enfant naïf qu'ils manipulaient depuis des décennies. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, le juge Piaton avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans. Après mûre réflexion, a-t-il commencé, sa voix nettement moins confiante qu'auparavant, ce tribunal reconnaît que certains commentaires ont pu créer une apparence de partialité dans ces débats. Une apparence de partialité, comme si qualifier quelqu'un d'inapte à hériter en se basant sur son emploi temporaire n'était qu'un petit accroc procédural. Par conséquent, je me récuse de cette affaire. Le dossier sera transféré à un autre juge pour un nouvel examen. Mes parents avaient l'air malades. Blanchard avait l'air de vouloir disparaître. Et moi, j'avais l'air exactement de ce que j'étais, la petite fille de papy Guillaume, qui avait appris des meilleurs comment gérer les tyrans avec grâce et une efficacité dévastatrice. Votre honneur, a dit Rebecca, étant donné les circonstances, nous déposerons également des plaintes auprès des organismes de surveillance appropriés concernant les débats d'aujourd'hui. C'est votre droit, bien sûr. Alors que nous sortions de la salle d'audience, j'ai surpris mes parents en train de me regarder avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Pas de la colère, pas de la déception, quelque chose de plus proche de la peur. Ils venaient de réaliser qu'ils jouaient aux échecs contre quelqu'un qu'ils croyaient voir jouer aux dames. Fin de la partie. 3 jours plus tard, l'enregistrement était partout. Pas parce que je l'ai fait fuiter. Je ne suis pas si vindicative, mais apparemment quelqu'un au greffe du tribunal a trouvé le comportement du juge Piaton si épouvantable qu'il s'est assuré que la communauté juridique locale en entende parler. Incroyable à quelle vitesse les nouvelles voyagent dans les petits cercles juridiques. Juge sous enquête pour partialité au tribunal, titrait la Tribune juridique de Normandie. L'enregistrement passait sur les chaînes de nouvelles locales, ma voix soigneusement éditée pour protéger ma vie privée, mais le commentaire du juge Piaton préservé dans toute sa splendeur préjudiciable.
Une serveuse gérant des millions. Tout à fait brillant est devenu un mème instantané dans les cercles juridiques de Twitter. Rien de tel que de devenir un cas d'école sur l'éthique judiciaire, j'imagine. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes voulant des déclarations, des avocats offrant leur représentation, des parents éloignés se souvenant soudainement qu'ils se souciaient de mon bien-être. J'en ai ignoré la plupart, mais un appel valait la peine d'être pris. Mademoiselle Martin, ici David Chen du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Chen. Nous avons reçu votre plainte officielle concernant la conduite du juge Piaton. Je voulais vous assurer personnellement que nous prenons cette affaire très au sérieux. J'apprécie cela. L'enregistrement que vous avez fourni démontre un parti pris judiciaire clair et des commentaires inappropriés. Le juge Piaton a été temporairement suspendu en attendant une enquête complète. Temporairement suspendu. En termes judiciaires, c'était pratiquement une condamnation à mort pour sa carrière. Les juges qui font l'objet d'une enquête pour partialité ne se remettent généralement pas de l'expérience. Que advient-il de mon affaire? Elle a été réassignée à la juge Marie Santos. C'est l'une de nos juges des successions les plus respectées. 30 ans de service, un dossier impeccable. Votre audience est prévue pour lundi prochain. Lundi. Après des mois de limbe juridique, tout serait enfin résolu en 4 jours. Monsieur Chen, une dernière chose. Est-ce que cela affectera la façon dont les autres affaires du juge Piaton sont examinées? Nous menons un audit complet de ces décisions récentes. Si nous trouvons des schémas de partialité ou de conduite inappropriée, les parties concernées auront des motifs d'appel. Donc, ma petite session d'enregistrement pourrait aider d'autres personnes qui avaient été soumises à la marque particulière de justice du juge Piaton. Papy Guillaume aurait approuvé ce bénéfice collatéral. Le week-end passa lentement. Mes parents n'ont pas appelé, n'ont pas envoyé de texto, n'ont tenté aucun contact. Selon Rebecca, Blanchard s'était retiré de leur représentation, citant des différends irréconciliables dans la stratégie juridique. Traduction, ils ne voulaient pas que son nom soit associé à leur humiliation imminente. Ils avaient engagé un nouvel avocat, quelqu'un de moins cher et de moins expérimenté, quelqu'un prêt à continuer une affaire que tout le monde savait maintenant vouée à l'échec. Dimanche soir, j'étais assise dans mon petit appartement, passant en revue tout ce qui avait mené à ce moment. La petite fille qui avait été envoyée chez son grand-père parce qu'elle était gênante. L'adolescente qui avait vu ses parents s'attribuer le mérite de ses réussites. La jeune diplômée qui avait été exclue des célébrations familiales parce qu'elle risquait de faire de l'ombre à ses proches. Tout cela m'avait préparé pour cette semaine. Pour le moment où j'arrêterais enfin de m'accommoder de l'égoïsme des autres et commencerais à exiger le respect que Papy Guillaume avait toujours dit que je méritais. Lundi matin, je me suis habillé avec soin dans le tailleur bleu marine que j'avais porté aux funérailles de Papy. Professionnelle, respectueuse, mais avec une autorité subtile qui n'était pas là avant. 6 mois de bataille juridique m'avaient changé, affiné, transformé en quelqu'un qui ne serait pas rejeté ou sous-estimé. La juge Marie Santos était tout ce que le juge Piaton n'était pas. Professionnelle, courtoise, concentrée sur le droit plutôt que sur les préjugés personnels. Elle a examiné les dossiers avec une attention minutieuse, a posé des questions pertinentes et a traité tout le monde dans sa salle d'audience avec un respect égal. Il s'agit d'une affaire de succession simple, a-t-elle commencé. Le défunt a clairement exprimé ses intentions dans un testament juridiquement valide. Il incombe au demandeur de démontrer des raisons impérieuses pour lesquelles ses intentions ne devraient pas être honorées. Le nouvel avocat de mes parents, un homme nerveux nommé Patterson, a présenté essentiellement les mêmes arguments que Blanchard, mais sans le commentaire préjudiciable du juge, son cas sonnait exactement comme ce qu'il était, des membres de la famille ayant un sentiment de droit, contrariés d'être exclus d'un héritage qu'ils n'avaient jamais mérité. Mademoiselle Martin, a dit la juge Santos quand ce fut mon tour, avez-vous quelque chose à ajouter? Seulement ceci, votre honneur. Mon grand-père était un homme qui valorisait l'intégrité, le travail acharné et la responsabilité personnelle. Il a choisi de me laisser sa succession non pas parce que j'étais de la famille, mais parce que j'ai démontré les qualités qu'il respectait. J'ai l'intention d'honorer cette confiance. La juge Santos a hoché la tête, pensive. Maître Patterson, votre client a-t-il des preuves d'incapacité réelle ou d'influence indues au-delà de la spéculation sur le statut d'emploi temporaire de la bénéficiaire? Patterson a remué ses papiers, impuissant. L'emploi démontre. L'emploi démontre que quelqu'un subvient honnêtement à ses besoins pendant une période difficile.
À moins que vous n'ayez des preuves de fraude, de coercition ou d'incapacité mentale, ce tribunal ne voit aucun motif pour annuler un testament clair et légalement exécuté. Et juste comme ça, c'était fini. Dans l'affaire Martin contre Martin, ce tribunal ne trouve aucune preuve convaincante pour invalider le testament de Guillaume Martin. La succession sera distribuée conformément aux intentions clairement exprimées du défunt, avec Hélène Martin comme principale bénéficiaire. Le marteau de la juge Santos est tombé avec une finalité nette qui a résonné dans la salle d'audience. Mes parents étaient assis, figés sur leur siège, comprenant enfin que leur mois de manœuvre juridique n'avait abouti à rien d'autre qu'à exposer leur propre caractère. De plus, a poursuivi la juge Santos, étant donné la nature futile de cette contestation et son impact sur les ressources de la succession, il est ordonné aux demandeurs de payer tous les frais de justice et les frais juridiques associés à cette procédure. C'était la cerise sur le gâteau. Non seulement mes parents avaient perdu leur tentative de mettre la main sur l'argent de papy, mais ils devraient maintenant payer pour le privilège d'avoir leur cupidité étalée en audience publique. La justice a parfois un merveilleux sens de l'humour. Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, je suis resté assis un moment, absorbant la réalité. 4,8 millions d'euros. Assez d'argent pour faire tout ce que je voulais, où je le voulais, pour le reste de ma vie. Mais plus important encore, la justification. La preuve que la foi de papy Guillaume en moi était justifiée. Félicitations, a dit Rebecca en rassemblant ses dossiers. Bien que je doive dire que je n'ai jamais vu une affaire se résoudre de cette façon. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons que la succession soit homologuée, ce qui devrait être une formalité puisqu'il n'y a plus de litige. Vous aurez accès à votre héritage dans les 30 jours. Mes parents se sont approchés lentement de notre table, ressemblant à des personnes en deuil à leur propre enterrement. Le visage de papa était gris, les yeux de maman étaient rougis, et ils se tenaient tous les deux comme des gens qui venaient de réaliser qu'ils avaient détruit quelque chose d'irremplaçable. Hélène, a commencé maman, il faut qu'on parle. Non, vraiment pas. S'il te plaît, nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Parce que la famille n'engage généralement pas d'avocat pour prouver l'incompétence des autres. Papa s'est avancé. Nous avons fait des erreurs. Nous ne pensions pas clairement. Vous pensiez très clairement. Vous pensiez à 4,8 millions d'euros et à la façon de mettre la main dessus. Nous étions inquiets pour toi, a insisté maman. Vous étiez inquiets pour vous-même. Il y a une différence. Ils sont restés là un long moment, attendant apparemment que je les absolve de leur comportement, que je fasse de leur culpabilité ma responsabilité à gérer, de la même manière que j'avais géré leurs problèmes toute ma vie. Mais la petite fille de papy Guillaume ne fait plus ça. J'espère que ça en valait la peine, ai-je dit finalement. Les frais de justice, l'humiliation publique, la destruction complète de la relation qui nous restait. J'espère que prouver que je suis inapte à hériter de l'argent valait la peine de perdre votre fille. Tu es dramatique, a dit papa faiblement. Le suis-je? Vous avez essayé de voler mon héritage. Vous avez ri quand un juge s'est moqué de moi au tribunal. Vous avez engagé des enquêteurs pour me photographier au travail comme si j'étais une sorte de criminel. Qu'y a-t-il d'exactement dramatique dans ma réponse? Il n'avait aucune réponse à cela. Aucune rationalisation intelligente qui pourrait transformer leur cupidité en inquiétude, leur trahison en amour. La succession sera réglée dans les 30 jours, leur ai-je dit. Après cela, je ferai quelques changements dans ma vie. Nouvelle ville, nouvelles opportunités. Je vous suggère de faire de même. En sortant du palais de justice, mon téléphone a vibré de messages textes. Sophie du café me félicitant pour ma victoire. D'anciens camarades de classe qui avaient vu les reportages. Même quelques offres d'emploi de cabinet d'avocats impressionnés par ma gestion de l'affaire. Mais le message qui comptait le plus attendait à la maison. Une enveloppe scellée avec l'écriture de papy Guillaume, à ouvrir après le règlement du testament. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une brève note. Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es défendue et que tu as gagné. J'ai toujours su que tu le ferais. L'argent est à toi pour en faire ce que tu veux, mais souviens-toi de ce que je t'ai appris. La richesse est un outil, pas un but. Utilise-la sagement. Aide les autres quand tu le peux, et ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Tu es plus forte que tu ne le penses. Avec tout mon amour, papy. 6 mois plus tard, j'écris ceci depuis mon nouveau bureau à Lyon,
où j'ai rejoint un cabinet spécialisé en droit des personnes âgées et en planification successorale. Il s'avère qu'il y a beaucoup de familles qui luttent avec les mêmes dynamiques qui ont failli détruire la mienne. Mon héritage, j'en ai investi la plus grande partie de manière responsable, comme papy l'aurait voulu, mais j'en ai aussi utilisé une partie pour financer une clinique juridique qui aide les gens à naviguer dans les litiges familiaux et les défis d'héritage. Une représentation gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens de se battre pour ce qui leur revient de droit. Mes parents et moi ne nous parlons plus. Non pas parce que je garde rancune, mais parce que certaines relations ne peuvent pas survivre à certaines trahisons. Ils ont choisi l'argent plutôt que la famille. Et ce choix a eu des conséquences permanentes. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes qui essaient de vous abattre vous rendent en fait service. La cupidité de mes parents m'a forcé à découvrir des forces que je ne savais pas que j'avais. Leur trahison m'a appris la différence entre les parents par le sang et la vraie famille. Leur tentative de m'humilier a fini par prouver exactement pourquoi papy Guillaume m'avait choisi comme son héritière.